Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce soir. Question d'actu a déplacé ses studios à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de la décision historique de la nationalisation des hydrocarbures annoncée le 24 février 1971 et qui a permis le recouvrement de la souveraineté de l'Algérie sur l'ensemble des richesses de son sous-sol et favorisé l'émergence d'une industrie pétrolière et gazière. Nous nous trouvons ce soir au niveau du site de la raffinerie de Sidi Rezine qui vient de connaître une opération de réhabilitation et d'extension. Avec la montée en cadence des capacités des raffineries du Nord qui ont fait donc ces dernières années l'objet de réhabilitation, le pays a atteint l'autosuffisance en carburant et va produire de l'excédent à destination de l'exportation. Nous parlerons également ce soir de la stratégie de Sonatrach pour se placer en tant qu'acteur majeur dans ce domaine tant au niveau national qu'international. Après une année 2020-2021 plombée par la baisse des revenus des hydrocarbures, le groupe Sonatrach retrouve de l'ambition et annonce vouloir investir 40 milliards de dollars entre 2022 et 2026 dans l'exploration, la production et le raffinage de pétrole et la prospection et l'extraction de gaz. 51 ans après, quelles sont les perspectives de cette entreprise qui est le poumon économique de notre pays? Quelles sont ses ambitions? On en parle ce soir avec nos invités et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Monsieur Boutouba Batouche. Bonsoir. Bonsoir madame. Si vous pouviez prendre votre micro s'il vous plaît, merci. Bonsoir madame. Et vous bienvenue. êtes vice-président chargé de l'activité raffinage et pétrochimie à Sonatrach. Oui, bienvenue à la raffinerie d'Alger. Merci de nous accueillir dans ce cadre, Monsieur Boutouba Batouche. Nous accueillons également Monsieur Ayesh Ramdan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes divisionnaire raffinage à Sonatrach également. Merci d'être avec nous Soyez ce soir et de nous accueillir nous. également ici. Ouais. Merci. Nous accueillons également Monsieur Zerdani Rachid. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président SPE, donc responsable de la stratégie, de la planification et de l'économie à la Sonatrach. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous accueillir chez vous encore une fois. Alors en plus de réaliser des résultats positifs en 2021 avec plus de 34 ou 35 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'export, la Sonatrach a aussi considérablement réduit la facture d'importation de carburant durant l'année 2021. Il n'y a pas eu d'importation de carburant grâce notamment à la réhabilitation des raffineries du Nord. Mais avant d'en parler, on va faire un petit rappel historique avec vous, Monsieur Boutouba Batouche, sur cette raffinerie que vous avez vous-même dirigée il y a quelques années. Vous avez grandi ici. C'est la doyenne un peu des raffineries, celle de Sidi Rezine. Effectivement, la raffinerie d'Alger, située à Sidi Rezine au niveau de Berraqi, c'est la première raffinerie qu'a connue le pays. Elle a démarré en 1964 et pour rappel, donc, c'est une des raffineries du pays. Après cette raffinerie, il y a eu celle de Arzew qui est venue en 1972, puis celle de Skikda en 1980. Celle de Hassim Saoud avant en 79, puis celle de Condensat de Skikda et celle de Adrar, la dernière. Donc nous comptons 6 raffineries d'une capacité de traitement de 30 millions de tonnes par an de pétrole brut et de condensat. Toutes ces raffineries travaillent pour la satisfaction du marché national en produits pétroliers, notamment les carburants communément connus, essence et diesel. Est-ce qu'on peut dire que c'est un acquis énorme aujourd'hui, la raffinerie d'Alger, qui nous a permis de passer d'importateur à celle, dans le futur, en tout cas d'exportateur de produits raffinés? Le programme de réhabilitation qu'a connu les 3 raffineries du Nord a permis d'augmenter la capacité de traitement de 3,2 millions de tonnes de brut. Ce qui résulte, c'est 1,2 million de tonnes d'essence en plus et 2 millions de tonnes de gasoil en plus pour couvrir les besoins du marché national. Il y a eu un gain aussi d'un milliard 700 millions sur les importations. Cette réhabilitation et cet ajout de production a permis donc
de produire plus et de réduire la facture d'importation. Qui était de l'ordre de 2 Qui était milliards. de l'ordre de, dollars. 2 milliards de dollars. Nous sommes actuellement, en 2021, nous n'avons importé aucune goutte, ni d'essence, ni de gasoil. Les 300 millions qui restent sont d'autres produits dérivés. C'est beaucoup plus, c'est le fuel et la nafta. Oui. Je veux rajouter que les raffineries traitent deux pétrole-buts différents. Donc, Skikda, Arzio et Alger, Hassim Saoud traitent le pétrole-but de Hassim Saoud. Par contre, Adrar, elle traite le pétrole-but local de Adrar. Et la deuxième raffinerie de Skikda, elle traite le condensat. Oui. Ouais. Et celle d'Adrar couvre un peu les besoins nationaux de la région le sud-ouest. oui. Voilà. Béchar, Béchar, Tindouf, le sud-ouest, complètement le sud-ouest. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'avec ces réalisations, on parle de réhabilitation, on parle aussi d'extension et de création de nouvelles raffineries. Oui. Ce qu'on voit aussi derrière nous à l'image, c'est de nouvelles unités qui ont été aujourd'hui créées sur le site d'Alger. On va aussi vers la création de nouvelles raffineries, celle de Hassim Saoud qui est attendue également. Ouais. Donc, toutes les raffineries, elles ont subi la réhabilitation, une adaptation, et aussi en installant de nouvelles unités. Donc ici à Alger, c'est devenu une raffinerie à transformation complète. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sous-produits. Le fioul qui était vendu avant, maintenant il est craqué et on produisons de l'essence et du gasoil. Donc on n'a plus de sous-produits. À Skikda, on a aussi augmenté la capacité de production des aromatiques. Elle est passée de 60 000 à 380 000. Et à Arzio, on a ajouté une unité d'isomérisation pour la fabrication des essences. Ainsi que toutes les raffineries, elles ont subi une modernisation de l'instrumentation et de l'électricité. Alors aujourd'hui, pour parler réellement de surplus, c'est quand on fait des bénéfices, quand on arrive à produire plus que la consommation locale et quand on arrive à avoir des excédents. Est-ce que d'abord, avant d'en arriver là, est-ce qu'aujourd'hui, ce qui a permis cette baisse du chiffre d'importation, c'est uniquement parce qu'on arrive à produire plus ou parce qu'il y a eu aussi un contexte mondial qui a favorisé une baisse de consommation également? Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est l'augmentation de la production. Ça, c'est le facteur 1. Le deuxième facteur, effectivement, il y a une baisse de consommation causée par la Covid-19. Puis, il y a aussi la fermeture des frontières qui a, je dirais, réduit les fuites de part et d'autre qui fuitaient du côté est que ouest ou bien sud sur les produits carburants. Vous savez très bien que c'est une hémorragie pour notre économie, le fait de ces fuites-là à travers les frontières, la contrebande. La contrebande. Ça a été ralenti avec la pandémie, avec la fermeture. Oui, il y a eu fermeture des frontières, il y a un travail bien fait des services de sécurité. Et puis il y a aussi il y a un autre effet, celui de l'augmentation des prix qu'a connu le marché des carburants depuis 2016 jusqu'à 2020, ce qui a un petit peu, je dirais, rationalisé et freiné cette augmentation de consommation qui a atteint en 2015 14 millions de tonnes par an entre l'essence et carburant. Donc depuis 2016, nous enregistrons un ralentissement, une stabilisation de la consommation de l'essence. Un autre facteur, c'est celui des automobilistes qui se dirigent vers le GPL. Oui. Il y a une augmentation en matière de transformation des moteurs vers le GPL qui participe aussi, elle, à la stabilisation donc, de la consommation et de la demande nationale en carburant. Donc, si je comprends bien, pour l'instant, on arrive à satisfaire la demande locale en termes de carburant. En termes de gasoil, ça se présente comment? Est-ce qu'on se projette un peu dans les quelques années à venir, une fois que la relance économique sera reprise? Est-ce que nous pourrons toujours satisfaire la demande à tous les niveaux? Avec la nouvelle raffinerie de Hassim Saoud qui va arriver, donc en 2026, il y aura une augmentation de production et en essence et en gasoil. Et certainement, on va satisfaire le marché national. On sera excédentaire également, on pourra aussi importer? Oui, on a. C'est-à-dire, sur le plan développement, la Sonatrach a inscrit plusieurs projets dans le but de satisfaire le marché et d'engager un surplus pour l'exportation. Il y a, tel qu'indiqué par M. Ayash, la raffinerie de Hassim Saoud, que le projet a été lancé.
elle va apporter une quantité de 2,6 millions de tonnes de À partir de gasoil quand? à partir de 2026. Et puis il y a 1,7 million de tonnes d'essence. Le deuxième projet inscrit, c'est celui de l'hydrocracker de Skikda. Donc ce hydrocracker permet de produire 3,2 millions de tonnes de gasoil. Au-delà de 2013, nous aurons un excédent en matière de gasoil qui est peut-être soumis à l'exportation. C'est-à-dire que même avec la reprise aujourd'hui du trafic aérien qui avait plombé un petit peu la période pendant la pandémie, tout cela, nous serons quand même capables d'assurer nos besoins. Et le gasoil produit par l'hydrocracker de Skikda répond aux normes internationales. Oui. C'est-à-dire qu'il sera possible d'exporter. Alors aujourd'hui, il faut se placer aussi sur les marchés internationaux en respectant les normes internationales, avec la neutralité carbone, avec d'autres normes. On va en parler, mais on va d'abord rester sur cet avenir florissant qui attend les hydrocarbures. Tout le monde dit finalement que avec cette rareté de produits qui se fait de plus en plus rare, on dit que cette année, c'est là où il y a eu le moins de découvertes dans le monde. C'est ce qui va peut-être favoriser cette tendance haussière des prix. Les prix ne vont pas baisser. Aujourd'hui, on s'attend à ce que ça reste dans cette lancée. Alors, si on parle de prix, vous savez, les prix du pétrole ou du gaz sont liés aux fondamentaux du marché. C'est-à-dire, ils sont liés à l'offre de ce produit, que ce soit pétrole ou gaz, mais aussi à la demande, au niveau de la demande. Oui. Nous avons connu, après une année un peu difficile, liée en raison du Covid 2019, un marché défavorable avec des prix très bas. Mais la période post-Covid, notamment en 2021, a connu une reprise économique, ce qui a favorisé... On n'est pas encore vraiment dans le post-Covid, on l'espère, mais en tout cas, il y a eu une relance. Exactement. Oui. Il y a une relance économique favorisée, bien sûr, par différentes mesures qui ont été prises par les différents pays pour relancer leur économie, mais aussi favorisée par la levée des contraintes et des restrictions sur la mobilité et le déplacement des personnes. Oui. Et puis, face à cette reprise économique qui a encouragé l'augmentation de la demande en pétrole, notamment après un hiver très froid en Europe et en Asie. Et puis, d'un autre côté, malheureusement ou heureusement, ça dépend où est-ce qu'on se situe, il y a eu une restriction de l'offre. Donc il y avait moins d'offres. Oui. Donc moins d'offres pour différentes raisons. Donc liées notamment à la limitation de la production des pays de l'OPEP+, mais aussi à des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de maintenance sur certaines régions, mais aussi et surtout une conséquence de la baisse d'investissement qu'a connu le segment exploration-production pratiquement depuis 2014, où les investissements ont baissé de moitié. C'est parce qu'on est parti peut-être trop vite dans cette transition énergétique. Il y a eu une précipitation. Ensuite, on est revenu sur certaines décisions. Donc, il y a eu certains doutes au niveau des investisseurs. C'est ça qui a créé ce désordre. Exactement. Il y a d'un côté la transition énergétique où beaucoup de compagnies ont affiché des objectifs d'aller vers de nouvelles sources plus propres. Donc, ils ont un peu ralenti leur investissement dans l'oil et le gaz. Mais il y a aussi cette tendance que vous avez citée tout à l'heure, cette tendance de découverte de taille petite à moyenne. Oui. Pratiquement, ça nécessite beaucoup d'investissements avec beaucoup de risques. Et donc, les compagnies sont dirigées plutôt vers le développement de découvertes ou l'amélioration des taux de récupération sur certains gisements qui sont des opérations moins risquées par rapport à l'exploration. Donc c'est ces deux facteurs qui ont conduit à la baisse des investissements et avec conséquence une limitation de l'offre, ce qui a créé un déséquilibre sur le prix. Oui. Maintenant sur le futur, les prix vont dépendre aussi de la perception du marché sur l'offre future et la demande future. Oui.
Et pour revenir un peu à l'investissement, parce que vous parlez de ce désintéressement qu'il y a eu ces dernières années, qu'en est-il pour chez nous, pour la Sonatrach? Avons-nous poursuivi nos investissements, nos explorations en amont? Alors, si on voit les 10 dernières années au niveau de Sonatrach, on a investi autour de 100 milliards de dollars. Donc, on a investi près de 10 milliards de dollars par année, entre 8 milliards et 10 milliards de dollars par année. Sonatrach n'a pas cessé d'investir, donc nous avons gardé un effort d'exploration pour pouvoir renouveler nos réserves, pour pouvoir premièrement satisfaire le marché national, mais aussi garantir des revenus pour l'État. Donc notre enjeu, c'était de maintenir notre niveau d'exportation, voire l'augmenter, et aussi satisfaire un besoin croissant du marché national qui des fois affiche des taux de croissance supérieurs à 5% par année. Alors, les réserves prouvées de l'Algérie en matière de pétrole sont de l'ordre d'entre 10 et 12 milliards de barils. À ce rythme actuel, nous avons encore 27 années de production selon les estimations des experts. Les réserves de gaz naturel sont de l'ordre de 2 milliards 368 millions de mètres cubes. Si je ne me trompe pas, vous me corrigez, vous me reprenez. Alors, ces réserves permettent à l'Algérie de développer aujourd'hui une industrie pétrochimique pour créer des richesses et contribuer à la relance économique. Monsieur Botoba, Matouche. Oui, donc l'intérêt que porte Sonatrach pour la partie aval du oil and gas, c'est la transformation. Donc ça commence par le raffinage et ça se termine par la pétrochimie. Les produits pétrochimiques ont une valeur ajoutée très élevée. Ils nécessitent beaucoup de capitaux au départ, mais une plus-value. Effectivement, c'est des projets capitalistiques, ça demande beaucoup de capitaux et ça donne de la valeur des produits à valeur ajoutée très élevée. La Sonatrach dans ce domaine a inscrit un nombre de projets, notamment le premier, celui de la production de MTBE, qui est un additif pour la production d'essence. Et ça me permet de revenir un petit peu sur la partie carburant. Des actions que nous avons faites en matière de carburant, c'était après le démarrage de cette dernière raffinerie, donc la raffinerie d'Alger, nous avons éliminé le plan des essences. Ça, c'est un changement important qu'a connu le marché de carburant en Algérie, où nous avons éliminé le plan. L'étape suivante a été de unifier les essences. Nous avions 3 essences. Nous avions la normale, la super et le sans plan. Donc, nous avons unifié tous ces 3 grades d'essence en une seule grade. C'est un facteur parmi ceux que j'ai cités tout à l'heure pour répondre au marché et satisfaire le marché. Donc pour la pétrochimie, il y a le projet MTBE on va le lancer cette année, Inch'Allah. Il sera fait sur capitaux, donc par financement local. Donc c'est des banques algériennes qui vont financer ce projet. Le deuxième projet, ça sera le LAB, donc le linéaire alkylbenzène, qui est un intrant dans l'industrie de détergents, qui est actuellement importé. Le troisième projet, que les travaux commenceront en septembre selon le planning, c'est celui de polypropylène. En partenariat avec un partenaire étranger. Donc nous allons lancer cette usine pour valoriser le propane que nous produisons et pour en faire un produit à valeur ajoutée. Et il y a d'autres produits qui sont en maturation, s'agissant de complexe méthanol. Et le deuxième, c'est celui de vapocracker, je dirais un vapocracker de mix de naphtha et de GPL, pour aussi valoriser les produits issus du raffinage. Ah, très bien. On vous demandera juste de reprendre le micro voilà, pour qu'on puisse mieux vous entendre, s'il vous plaît. Donc, on parle de 8 grands projets quand même. Il y en a certaines qui connaissent quand même des retards. Est-ce que c'est parce qu'il faut une certaine maîtrise, que cela nécessite beaucoup d'investissement? À quel niveau se pose le problème pour la réalisation de tous ces projets? Il y avait d'abord le Covid qui a bloqué un peu les choses.
Et puis maintenant, ça reprend. Comme il a dit M. Boutouba, le MTBE va bientôt démarrer. Jusqu'à présent, on importe aux environs de 200 000 tonnes par an, qui constituent 5% du blender d'essence, donc 5% de la production d'essence. Et maintenant, il y a le MTBE qui va démarrer. Il y a la raffinerie de Hassim Saoud qui va démarrer aussi en cette année 2022. Donc, tous les projets vont reprendre leur avancement. Alors, je sais qu'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, c'est qu'aujourd'hui, vous avez réussi quand même, comme pour celle de la raffinerie d'Alger, de la réhabiliter, de l'étendre aussi grâce à nos compétences, des compétences algériennes. Ça vous a permis aussi d'employer de nombreux Algériens sortis de nos universités. La réhabilitation des trois raffineries, de Skikda et d'Alger et d'Arzul, ça a permis de recruter quelques 1200 universitaires algériens. On les a mis dans le projet pour acquérir les nouvelles technologies. À Skikda, il y avait le système de contrôle Yokogawa. À Alger et Arzul, le système de contrôle Honeywell. Donc, ils se sont vite adaptés aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, c'est eux qui gèrent la raffinerie. Dans la majeure partie, c'est eux qui sont les responsables de la production, de la maintenance et du système de contrôle de la raffinerie. En tant il y avait parmi eux, bien sûr, des femmes. On retrouve aujourd'hui des femmes dans la production, dans le technique, dans la sécurité et même dans la maintenance. Et la moyenne d'âge de nos jeunes, ça tourne autour de entre 35 et 40 ans. C'est un secteur qui nécessite beaucoup de recherche, beaucoup de maîtrise de certaines technologies et d'associer nos universités également. Hein. C'est une question de souveraineté aussi. Tout à l'heure, je parlais un peu de nos capacités, de nos réserves. Aujourd'hui, l'Algérie est tenue d'augmenter ses capacités de production afin de réussir le défi du développement de l'industrie pétrochimique et les différents programmes tracés dans le cadre de la stratégie du secteur. Alors, ces estimations dépendent-elles de la recherche, de notre niveau de recherche? Vous parliez tout à l'heure du travail que vous faisiez en amont. Est-ce qu'on fait toujours des explorations? On cherche d'autres forages? On est toujours dans cet actif? On espère toujours trouver d'autres réserves? Je voudrais tout d'abord revenir sur les réserves. Vous avez parlé des réserves. Vous avez dit que la durée de vie est aujourd'hui autour de 27 ans. C'est pas moi, c'est les experts. Hein. Oui, 27 ans ou 30 ans autour de ça. Il faut dire que si on revient 10 ans, 20 ans ou 30 ans en arrière, on va toujours trouver que la durée de vie des réserves est autour de entre 25 ans à 30 ans. Oui. Donc les réserves est une notion dynamique. Et si on parle des réserves actuelles que vous avez citées, là ce n'est qu'une partie des volumes qui existent dans le sous-sol. Une partie qu'on considère aujourd'hui récupérable selon les conditions techniques et technologiques actuelles, mais aussi selon des conditions de rentabilité économique. C'est-à-dire qu'il y a des réserves, il y a d'autres types de réserves qu'on appelle probables et possibles, qu'on peut extraire, mais soit ils ont actuellement un problème de rentabilité, c'est-à-dire qu'il faut les rentabiliser pour pouvoir les extraire, ou bien techniquement, c'est-à-dire la technologie actuelle coûte plus cher pour pouvoir espérer les extraire. Donc, c'est là que nous avons besoin un peu de l'expérience, peut-être des multinationales. Donc Sonatrach aujourd'hui maintient son niveau d'exploration, spécialement pour pouvoir renouveler les réserves, maintenir, voire augmenter cette durée de vie, mais aussi elle fait des efforts sur les gisements existants. On a des gisements importants tels que Hassim Saoud. Alors beaucoup favorisent justement à ce qu'on investisse plus dans le développement de ce gisement qui pourrait nous offrir plus que d'aller explorer encore d'autres gisements. Quel est votre avis sur la question? Alors, il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Mais il faut aussi profiter du partenariat pour partager les risques et pour faire les efforts nécessaires. D'ailleurs, la nouvelle loi sur les hydrocarbures a donné plus de partage de production, donc il y a plus d'intérêt. Exactement, pour attirer les partenaires, parce qu'il y a un travail dans l'exploration qu'il faut absolument faire. Il y a des découvertes, même de taille moyenne ou petite, qui sont proches des installations, qu'on peut rapidement les exploiter. Il y a aussi des volumes qu'on espère trouver, mais dans des bassins qui restent sous-explorés. Et là, ça nécessite l'apport des partenaires en termes notamment de financement de ces opérations. Bien sûr, il y a la partie
effort de développement, parce qu'on a des découvertes non encore développées, il faut les développer, et effort d'amélioration, bien sûr, de la récupération dans des gisements qu'on exploite actuellement. Alors on a parlé juste avant de ce désintéressement qu'ont connu les multinationales un peu dans l'exploration, dans l'amont, aujourd'hui dans le secteur pétrolier. Est-ce que nous sommes encore capables d'attirer des acteurs majeurs justement en tant que partenaires? Exact. Donc, bien sûr qu'il y a un désintéressement, notamment dans des activités qui présentent des risques, tels que l'exploration. Mais aujourd'hui, le partenariat a tendance à faire des partenariats sous forme de package global qui englobe pas uniquement l'exploration, mais aussi le développement de certaines découvertes, mais aussi les investissements dans des énergies propres, dans des énergies, dans le cadre de la transition énergétique. Et là, c'est intéressant aujourd'hui d'aller vers des partenariats globaux et où l'exploration fera partie, et ça peut intéresser les partenaires dans ces cas. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on le voit, hein, il faut une parfaite maîtrise des technologies pour pouvoir développer encore nos réserves et ce qui est important aussi, hein, puisque si on revient à l'aval, toujours entre l'amont et l'aval, si on parle de développement de pétrochimie, il faut aussi pouvoir se positionner sur les marchés internationaux. Quand on sait qu'il y a certaines multinationales qui ont le monopole sur certains produits, est-ce qu'aujourd'hui on sait vers qui s'orienter? Est-ce qu'on fait des études de marché? Parce qu'il ne suffit pas de produire sans trouver d'acquéreurs derrière. Écoutez, faire un investissement, comme disait tout à l'heure César Dani, donc c'est un risque. Et avant de prendre un risque, on fait des études. Donc surtout que ces projets, c'est en partenariat. Oui. Enfin en partenariat et même au niveau de son attraque. On ne fait pas quelque chose si on ne fait pas une étude de marché. Donc il y a une étude de marché qui est faite, détaillée, combien qu'on va produire, à quel prix on va vendre et quels sont les marchés cibles. D'autant plus que les projets qu'on est en train de développer, c'est des projets à financement externe, c'est-à-dire qu'ils sont faits par les banques. Donc il y a un deuxième niveau de contrôle. Les banques ne prêtent pas s'ils n'ont pas de garanties. Donc il y a une étude qui est réalisée en avant, mais le jour de débloquer le financement, il y a une confirmation. Donc les banques exigent une confirmation que l'investissement est rentable pour vous prêter de l'argent. Donc nous allons faire les études sur le projet lui-même, le capital à débourser pour faire le projet, et puis sur le placement du produit. Alors où est-ce qu'on va le placer? Vers le nord ou vers l'Afrique? Où est-ce qu'on va s'orienter? Quel est le marché le plus rentable pour nous aujourd'hui? On parle beaucoup de s'orienter vers les marchés africains. Pour l'Europe, on a encore peut-être cette possibilité d'exporter notre gaz, surtout avec la crise ukrainienne. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure avec vous. Et pour le reste des produits. Alors je dirais pour les carburants, il y a l'Afrique qui offre une opportunité et nous essaierons d'analyser et de saisir cette opportunité. C'est bien sûr cette possibilité sera étudiée une fois que les projets dont nous avons parlé entreront en service, notamment celle de la raffinerie de Hassi Messaoud ou bien le cracking de Skikda. Donc quand on dégagera un excédent, les carburants peuvent être écoulés au niveau de l'Afrique. Sur les produits pétrochimiques, par contre, là nous ciblons là où il y a de l'activité de transformation. L'activité de transformation actuellement, elle est dans les pays émergents. Donc il y a la Chine, l'Inde, la Turquie, oui, l'Afrique du Sud. Donc il y a des études de marché et les marchés cibles. Oui. Quelle quantité et à quel prix. Donc toutes ces études sont faites pour assurer la rentabilité des projets, notamment les projets capitalistiques tels que les projets pétrochimiques. Oui. Vous vouliez intervenir, oui, monsieur? Par exemple, la raffinerie d'Adra, elle roule à 65% et elle satisfait tout le marché du sud-ouest. Maintenant, il y aura pour 2023 une prévision d'aller à 100%
Et peut-être que l'excédent, on peut le dégager pour cette Afrique de l'Ouest. Oui, c'est ce qu'on espère, hein, pouvoir exporter plus tard. On a parlé beaucoup de ce qui se fait en amont. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Saïda Mayouf. Elle s'est déplacée à Hasirmel pour voir cette opération Boosting 3, voilà, pour essayer de booster, hein, de donner plus de pression au gaz qui commence à s'épuiser. Je vous propose de regarder ce reportage et de revenir juste après pour le débat. Le champ de Hasirmel, une des plus grandes plateformes gazières au monde, 4e réserve et la plus grande du continent africain. Un gisement ayant connu nombreuses évolutions depuis la découverte du premier puits foré en 1956, mais également des réalisations gigantesques au fil des ans. La dernière en date, le projet Boosting 3, mis en exploitation en 2021. Des installations imposantes pour faire face à la déplétion naturelle du gisement de Hasirmel. Ce projet-là est inscrit comme étant un projet d'investissement pour assurer un plateau de production de 180 millions standards mètres cubes jour, répartis en 3 boostings. La zone centrale avec 110 millions standards mètres cubes par jour, la zone sud SBS pour 37 millions et la zone nord pour 43 millions standards mètres cubes jour. Le boosting a été réalisé en 3 étapes, en 3 phases. La première phase a démarré en 2004 pour pouvoir comprimer du gaz de 64 bars à 102 bars, qui est la pression de fonctionnement des installations existantes. Et la deuxième phase a démarré en 2009 pour pouvoir descendre à des pressions basses de 57 à 102. Ce boosting, il a connu l'installation des nouvelles unités et aussi de faire un rebundling des équipements existants. Parce que lorsqu'on descend en pression aussi, il faut accompagner avec les débits. Et ça a permis aux installations de continuer de fonctionnement. Et le dernier boosting, qui est le grand projet, de permettre de maintenir un plateau de production de 180 millions standards mètres cubes jour et permettre une récupération additionnelle de 400 milliards de standards mètres cubes. Les unités des installations de ce projet stratégique se composent de divers équipements de séparation et de filtration pour la production des 3 effluents, à savoir le gaz sec, le condensat et le GPL. Le gaz comprimé au niveau des des unités de boosting 1 et 2 et 3, donc refoulé vers les unités de traitement et production, gaz condensat GPL. Donc à Hasirmel, c'est-à-dire 2 procédés sont installés à Hasirmel utilisés, procédé Pritchard et procédé Edson. Le Boosting 3 est également une salle de contrôle dernière génération dotée d'équipements numériques sophistiqués ou encore un laboratoire de contrôle de qualité avec un appareillage haute performance, le but étant la satisfaction du marché national et international. Les objectifs recherchés par cette production, tout d'abord, c'est de satisfaire le marché national. Deuxièmement, c'est satisfaire nos clients à l'international, bien sûr, et de dégager une rente en devise pour l'Algérie. Donc, il y a le gaz de Hasirmel, il est de haute qualité, il n'y a pas de traces de soufre, on est en train de respecter toutes les conditions et les clauses contractuelles avec nos partenaires étrangers. La politique HSE de la Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach veille sans relâche à ce que tous les dispositifs de maîtrise du risque soient constamment fonctionnels et on ne peut plus efficaces. Un système de management HSE qui a pour objectif de préserver, de protéger la santé et la sécurité des employés, des collaborateurs et des prestataires, d'exercer, de développer et d'exploiter des procédés très complexes mais sûrement et en toute sécurité, de limiter l'impact des activités et des produits sur l'environnement. Réalisé dans les temps impartis en dépit de la pandémie du Covid-19 avec une main-d'œuvre hautement qualifiée et un savoir-faire avéré en matière d'hydrocarbures qui de plus est se trouve être totalement algérienne, le Boosting 3 est une pression ajoutée et un défi de taille relevée, faisant ainsi la fierté de l'Algérie.
Le Boosting 3, une réalisation imposante dictée par l'impératif d'assurer la sécurité énergétique du pays, mais également mettre en place de hautes capacités de compression afin de faire face à l'épuisement naturel du gisement de Hassi R'Mel. Voilà, pour dire que toujours Sonatrach investit en amont encore dans le secteur pétrolier. On va parler aussi du gaz naturel liquéfié. En 2021, les importations ont augmenté de plus d'un quart en Europe, tandis que les prix du gaz ont enregistré des niveaux historiques, ce qui offre une marge de manœuvre financière peut-être plus importante aux pays exportateurs de gaz. L'Algérie a procédé jeudi dernier à la signature d'un contrat de 25 milliards de dinars pour la construction d'un bac de stockage supplémentaire du GNL. Ça va nous aider à augmenter nos réserves en la matière et faire face à un imprévu, à tout imprévu. Alors déjà, sur le GNL, l'Algérie est pionnière dans cette industrie à travers la réalisation du premier complexe dans le monde, le GL4Z, ce qu'on appelle l'X-Camel. Par la suite, elle a développé plusieurs complexes GNL. Aujourd'hui, on dispose de 4 complexes GNL d'une capacité design totale de l'ordre de 54 millions de mètres cubes, ce qui est très important. Bien sûr, cette voie de GNL donne plus de flexibilité à Sonatrach et à l'Algérie en matière d'exportation. En plus des gazoducs directs qui alimentent l'Europe, on a le GNL où on peut exporter du gaz vers l'Europe, mais aussi vers des destinations lointaines telles que l'Asie, où il y a la Chine, également notamment, l'Inde, une opportunité de vente. Donc nous avons investi dans les capacités d'expédition aussi vers l'Asie à travers un projet de réalisation d'une jetée au niveau de Skikda pour accueillir les navires de grande taille qui permettent d'acheminer le GNL vers des destinations lointaines. Et bien sûr, comme vous l'avez cité, nous venons de signer un contrat pour la réalisation d'un bac de GNL, spécialement pour pouvoir charger au niveau de cette nouvelle jetée qui va être mise en service d'ici la fin d'année 2022. Il y a peut-être aussi ces nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. Avec la crise ukrainienne, l'Europe cherche d'autres partenaires aujourd'hui. On a avec nous l'Italie, la Grèce, l'Espagne. On peut peut-être élargir aujourd'hui nos visées, nos visions, notre vision. Déjà, d'abord l'objectif, c'est de respecter nos engagements. Parce que la majorité de notre gaz, il est contracté à moyen et long terme. Et Sonatrach doit respecter ses engagements en matière de gaz. Maintenant, s'il y aura... c'est clair qu'aujourd'hui, il y a des opportunités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu nos capacités, nous ne pouvons pas prévoir encore... Si, nous avons... Mais j'ai dit que la majorité est destinée, est vendue dans le cadre de contrats à moyen et long terme qui nous arrangent à long terme par rapport à une situation, à une conjoncture particulière qui risque de changer. Maintenant, on peut toujours alimenter le marché à travers des ventes spot de gaz. Mais c'est ce qui se fait maintenant, hein, c'est un peu la tendance, hein, les ventes spot aujourd'hui. Exactement, donc, mais ça ne représente pas la grande partie de nos ventes. Maintenant, on peut augmenter notre capacité aussi, mais à travers les investissements, il faut trouver des marchés à moyen et long terme pour pouvoir rentabiliser ces investissements. Donc, on a déjà des projets qui sont en cours, qu'on va réceptionner au cours de l'année, notamment des projets qui se situent dans la partie sud-ouest. C'est une partie de la région algérienne qui décèle des perspectives intéressantes en matière de gaz. Donc des projets qui vont être mis en service aussi d'ici fin d'année, début de l'année 2023, où on aura des quantités supplémentaires de gaz, déjà pour satisfaire l'augmentation de la consommation nationale, mais aussi pour vendre des quantités supplémentaires sur le marché. Et puis, je rappelle qu'il y a quand même un plan de développement de l'ordre de 40 milliards de dollars d'ici 2026 que Sonatrach prévoit. Est-ce qu'il faudra qu'on maintienne le prix actuel du baril du pétrole pour pouvoir financer Alors, le programme qui est défini par Sonatrach à moyen terme, c'est autour de 40 milliards de dollars.
Et donc, bien sûr, Sonatrach veille à ce que ce programme soit financier. Donc, on fait beaucoup de simulations de prix. Oui. Et donc, on s'assure que ce programme peut être financé par l'entreprise par rapport à des prix de référence qu'on s'est fixés, qui sont inférieurs à ces prix actuels. C'est à 50 $. Les prix à 50 $. 50, voilà, c'est situé à 50 $. Par mesure de prudence. Oui. C'est-à-dire, si on est à 50 $ demain, c'est-à-dire on est sûr qu'on va assurer le financement de ce programme d'investissement, qui est un programme très ambitieux, Oui. mais dont l'objectif vraiment c'est de répondre aux enjeux dans l'amont, Oui. comme on l'a dit, pour l'exploration et le développement de nouveaux gisements. D'ailleurs, l'exploration-production représente 70% de ce programme, mais aussi les enjeux en aval, dans le raffinage et la pétrochimie, pour pouvoir capter plus de valeur au niveau Aujourd'hui, aval. le produit brut coûte moins cher que le produit raffiné, hein, donc on a une plus-value importante. Exactement. On a aussi un programme qui s'inscrit dans le cadre de la transition énergétique, dont l'objectif est de réduire aussi l'empreinte carbone Absolument. dans notre chaîne de valeur, Oui. et aussi faire des études et tester des pilotes en matière de nouvelles énergies telles que l'hydrogène, le biofuel. Oui, hydrogène vert, bleu, si je me trompe pas. On a le gasoil aussi qui reste très polluant à ce niveau-là. Hein. On ne pourra pas répondre à cette exigence de neutralité carbone qui est demandée aujourd'hui. La neutralité carbone, elle est demandée sur toute la chaîne. Oui. Donc il y a du travail qui est en train de se préparer et de se faire pour réduire un petit peu l'empreinte carbone de la Sonatrach. Vous savez, cette neutralité carbone vise premièrement à au moins conserver le chiffre d'affaires actuel. Si notre empreinte carbone reste élevée, ça a des conséquences sur les prix de vente de nos produits. Donc tout l'intérêt est de réduire cette empreinte carbone. Nous y travaillons pour réduire nos consommations internes. Donc en matière de nos procédés, on doit chauffer, on doit dégager, on dégage de CO2 et on doit le réduire celle-là. Nous avons un programme sur la partie torchage, Oui. donc, où nous comptons, si je me trompe, corrige-moi Zerdani, de réduire le torchage à moins de 1% d'ici 2030 pour réduire on se trace des objectifs dans le but de s'inscrire. Hein. Pour réduire le torchage, parce que ça permet de réduire l'empreinte carbone de la Sonatrach. Et comme résultat, on aura moins d'impact sur les prix de vente de nos produits. Un produit qui est vendu et produit avec une empreinte carbone élevée, il subit des taxes que nous paierons ailleurs, non pas en Algérie. Oui. Et c'est de là l'intérêt sur lequel nous travaillons de réduire l'empreinte carbone sur toute la chaîne de l'amont jusqu'à l'aval. Très bien. Il y a aussi l'exploration, vous parliez en interne, mais aussi en externe. On pense à retourner en Libye aujourd'hui. Sonatrach, donc en termes des démarches en vue de son retour en Libye, où elle a suspendu la plupart de ses activités en 2014. Une délégation du groupe devait se rendre d'ici la fin février afin de préparer avec son partenaire, la compagnie nationale libyenne, les conditions d'un retour sécurisé pour les travailleurs et les équipements. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'était la déclaration du PDG de Sonatrach. Est-ce que cette équipe va partir? Est partie ou on en est où? On a des informations. Déjà, pour parler de l'international, il faut dire que Sonatrach, elle est présente sur l'ensemble des segments de la chaîne pétrolière à l'international. Donc on est présent dans l'exploration, notamment dans des pays voisins, la Libye, le Niger, le Mali et la Tunisie aussi. Oui. On a réalisé des découvertes, notamment en Libye et au Niger, qu'on espère développer bien sûr. On est présent aussi dans la production d'hydrocarbures et le transport, dans la production au Pérou. Donc on a un gisement Camisia, on a une participation. Le Niger pourrait être une nouvelle niche d'investissement pour la Sonatrach? Le Niger. Le Niger? Oui, le Niger, la Libye, c'est des niches. Hein, et puis il y a d'autres pays. On explore. Capacité, hein. On explore d'autres pays, on fait des réunions avec des délégations, notamment africaines, donc où ils connaissent
le savoir-faire de Sonatrach, de l'Algérie en matière d'énergie. Et donc nous, on veut exporter notre savoir-faire, exporter aussi nos services, nos productions. Oui. Nous avons des filiales. C'est ça, aujourd'hui, l'intérêt de Sonatrach, c'est de se placer en tant qu'acteur majeur, Exact. aussi sur le plan international, hein, comme une entreprise énergétique, non plus, non pas segmentée au niveau juste du pétrole. Hein. Je pense que toutes les multinationales envisagent un peu cette démarche aujourd'hui. Exactement, exactement. Parce que Sonatrach a une vision plus globale. Donc c'est une compagnie internationale. Nous avons beaucoup d'expérience. Nous avons des partenaires ici qui opèrent en Algérie, mais nous avons aussi des partenariats ailleurs. On veut profiter de ces partenariats. On profite aussi de tout le savoir-faire qu'on a acquis, que ce soit acquis par Sonatrach ou par ses filiales, dans les différents maillons de la chaîne pétrolière. Et on sait pertinemment, avec la transition énergétique, qui offre ces opportunités. Elle offre des opportunités dans l'oil and gas, la transition énergétique, parce qu'aujourd'hui, la tendance des pays et des compagnies pétrolières, c'est vraiment monétiser rapidement les réserves, c'est-à-dire accélérer le développement des réserves et aller vers les sources. Oui. Voilà. Merci. Donc, C'était pour mieux vous entendre. Pour le gazoduc aussi, Lagos-Alger, on sait que les discussions ont repris, en tout cas vont reprendre. Le ministre de l'énergie était à Niamey. Alors, pour le gazoduc, le projet de gazoduc entre le Nigeria et l'Algérie, donc il concerne 3 pays, le Nigeria, le Niger et l'Algérie. Donc il y a eu dernièrement les déclarations de monsieur le ministre de l'énergie et des mines sur un groupe mixte entre les trois pays pour pouvoir reprendre ce dossier dont les études ont été déjà faites par le passé, mais qui nécessite aujourd'hui une actualisation des études et bien sûr pour prendre la décision finale. Et ce projet est intéressant pour toute la région. Ça a permis de disposer de nouvelles capacités de gaz qui pourront être exportées en Europe et ailleurs, surtout avec la disponibilité d'infrastructures très importantes en Algérie en matière de gaz et qui permet ça. Voilà. Et en matière de transition énergétique, on pense aller vers d'autres secteurs aujourd'hui comme le solaire, le développer avec le désert et le Sahara qu'on connaît, avec cette pile électrique qu'on n'arrête pas d'en parler aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui Sonatrach aussi s'oriente vers cette perspective? Effectivement, déjà nous avons dans le plan, on a parlé de 40 milliards de dollars qui vont être investis. Oui. Il y a une partie qui concerne la solarisation des sites du Sud. Donc au niveau de tous les sites de production de Sonatrach, au niveau du Sud, on veut installer des centrales photovoltaïques pour utiliser l'énergie issue du solaire au lieu du gaz, et économiser le gaz pour le destiner à l'exportation. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler en partenariat avec des partenaires sur d'autres options liées, bien sûr, liées à des technologies dans le solaire, mais aussi liées à l'hydrogène, qui peut être une source d'énergie d'avenir, où l'Algérie a des potentiels pour pouvoir exporter ce produit dans le futur en Europe. Et puis aussi, il y a des études en matière de production de carburant à travers de biocarburant, donc qui peut être réalisé ici en Algérie. Donc Sonatrach est plein dedans, on est conscient, on doit passer par la transition énergétique. Vous êtes ouvert un peu à toutes les perspectives, hein, on parle même du retour du nucléaire. Exactement, même le retour du nucléaire, parce qu'il pratiquement il n'y a pas d'émission, il n'émet pas de gaz à effet de serre. Donc il y a l'enjeu climatique qui nous impose ça, mais il y a aussi le fait que les ressources fossiles sont épuisables. Un jour ou l'autre, on doit chercher d'autres sources d'énergie, et Sonatrach a l'ambition de rester toujours exportateur d'énergie. Oui, voilà. Très bien. Alors, pour parler aujourd'hui de notre mode de consommation avec vous, M. Ayej, pour vous, il est possible aujourd'hui d'économiser plus. S'il suffisait encore d'avoir cette maturité peut-être de changer notre mode de consommation,
Pour vous aujourd'hui, la baisse des prix, ou en tout cas on sait qu'on a un prix assez bas de nos carburants, vous pensez qu'on peut changer notre mode de consommation en maintenant ces prix? Oui. L'Algérie, elle est connue comme un pays parmi les 5 pays au monde où le carburant est le moins cher. Donc l'Algérie est parmi les 5 pays au monde où le carburant est le moins cher. Et c'est-à-dire on consomme pratiquement moins de 10 millions de tonnes de gasoil et moins de 4 millions de tonnes d'essence par an. Nous avons un parc d'automobiles de 7 millions de voitures. Donc si chaque propriétaire de voiture réduit sa consommation journalière de 0,5 litres de carburant, 0,5 litres c'est la bouteille ici devant moi. Donc avec les 7 millions de voitures, on aura sur une année une économie de 1 million de tonnes de carburant. C'est plus que la production de cette raffinerie et la moitié de la production de la raffinerie de Skikda. Oui, je vous prie de bien tenir votre micro s'il vous plaît. C'est vrai qu'on doit investir, on doit satisfaire le marché national, mais aussi le consommateur dont nous faisons partie doit aussi être sensible. Je vous demanderai juste d'arranger votre micro s'il vous plaît pour que le son soit meilleur. Merci. C'est-à-dire, c'est vrai que Sonatrach elle a investi énormément dans le secteur de raffinage. Donc il y a eu une augmentation de 3,6 millions avec les réhabilitations des 3 raffineries. Et moi je vois que le consommateur, il doit aussi jouer son rôle. Il doit être discipliné dans sa consommation. Il faut éviter ces déplacements de 100 mètres pour aller chercher son pain ou faire sa course. Il faudrait peut-être développer les transports aussi, hein, qui favoriseraient aussi la réduction. Il faut encourager le télétravail. Oui. Ça donne moins de circulation. La pandémie a prouvé que c'était efficace. Hein. Oui. Et avec une réduction de 0,5 litres par personne par jour, on aura une économie de 1 million de tonnes de carburant. C'est ambitieux hein, comme projet. Il faudrait peut-être toute une éducation derrière, développement des transports et de plusieurs secteurs aussi. Hein. On arrive un peu au terme de cette émission. Je terminerai peut-être avec vous, Monsieur Boutouba. La valorisation des hydrocarbures se pose aujourd'hui comme le seul choix possible pour la Sonatrach dans sa volonté d'industrialisation. Et oui, c'est-à-dire vendre des produits avec une valeur ajoutée élevée et mieux pour la Sonatrach, pour le pays, que de vendre du brut à l'état brut. De toute façon, ça reste des leviers pour la Sonatrach pour valoriser et augmenter son chef d'affaires. Donc, ou bien la valorisation à travers la transformation, c'est très important de transformer et de vendre le produit transformé et aussi garder les deux options. Oui. C'est mieux pour la Sonatrach d'avoir 2 options, ou bien vendre le produit brut et gaz, ou bien les transformer pour en tirer profit. De toute façon, même dans la transition énergétique, on parle de mix énergétique, on aura toujours besoin des énergies fossiles. Les énergies fossiles, notamment le gaz, ça reste un élément très important dans, je dirais, la consommation et le mix, enfin la politique énergétique à long terme. Le gaz, ce n'est pas pour demain qu'il va disparaître. Il a une bonne longue vie devant lui. Très bien, merci. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission, de nous avoir accueillis ici. Je rappelle que nous sommes au niveau de la raffinerie d'Alger à Sidi Rezine qui a été réhabilitée récemment. En tout cas, la dernière unité est entrée en fonction en 2019, si je ne me trompe pas, et qui a connu aussi une extension. Je rappelle que nous sommes ici à la veille pour célébrer en tout cas le 51e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir. Merci.